Et bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'École Polytechnique Executive Education pour ce webinaire sur un sujet très attendu, très convoité, le sujet de la cybersécurité à l'ère de l'IA. Nous allons traiter des défis, des enjeux et des stratégies en fait. Évidemment, je ne serai pas tout seul pour présenter ce webinaire. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter nos intervenants. Et effectivement, donc proposé par École Polytechnique Executive Education. Ouais, juste un mot. Effectivement, c'est la branche pro en fait, la branche enseignement continu de l'école polytechnique sur laquelle vous retrouverez des programmes de formation. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure rapidement, à la fois sur la thématique cyber et à la fois sur la thématique intelligence artificielle. C'était donc l'opportunité de rassembler des experts de l'école et d'Accenture sur cette thématique. Donc voilà, moi je suis en charge de la partie nouvelles technologies et numériques. Je suis accompagné aujourd'hui par Erwan Le Pennec, enseignant-chercheur au département de mathématiques appliquées de l'École Polytechnique, expert en IA. Je te laisse éventuellement compléter un peu ta présentation, Erwan. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, comme l'a dit Johan, je suis prof à l'école dans le département de mathématiques appliquées où je travaille autour alors si je veux faire un peu la mode, je dirais de l'intelligence artificielle, mais plus généralement sur l'utilisation des données pour prendre des bonnes décisions. Super. Alors, je suis accompagné aussi de Christophe Longpez qui a travaillé avec nous sur le contenu de ce webinaire. Je suis pas sûr que vous l'entendrez cette fois, mais Christophe a travaillé avec nous. Il est responsable des activités data et IA security. Il est spécialiste en cyberdéfense chez Accenture. Bonjour à toi, Christophe. On te fait signe. Voilà. Et puis également de Thomas Clausen, également enseignant-chercheur au département informatique, le DIX, et porteur de la chaire Cisco Internet of Everything de l'école Polytechnique. Et il est senior member de l'I3E. Thomas, je ne sais pas si tu souhaites également compléter un petit peu ta présentation. Bon, on t'a pas entendu, donc on va avancer un petit peu sur le webinaire et puis on aura l'occasion de revenir ultérieurement sur vos parcours. Voilà, une grande question, quel enjeu de la sécurité face à la vague de l'intelligence artificielle? Voilà, effectivement, on est en pleine accélération sur ces sujets. Les métiers demandent à la DSI d'adopter un certain nombre de technologies. Les DSI sont en recherche avec les métiers d'un certain nombre de cas d'usage. Et puis, il y a une forme peut-être parfois de précipitation, en tout cas beaucoup d'intérêt de la part à la fois des métiers et à la fois des directions des systèmes d'information. Et puis, il y a une question de sécurité et de risque qui est à prendre en compte en fait dans le lancement des différents projets informatiques, des projets data science et des projets intelligence artificielle en règle générale. Donc, on partage quelques statistiques que je vais commenter rapidement et puis on donnera la parole aussi à Erwan. Voilà, c'est le début d'une nouvelle ère en fait, comme on le dit. 67% des CEO en fait déclarent que la cybersécurité est un facteur majeur à prendre en compte pour l'adoption de l'IA. Donc c'est bien déjà, qu'il y a une prise de conscience effectivement qui a été observée au travers des études. Seulement 6% des organisations estiment avoir mis en place des fondamentaux en matière de gestion de projets d'intelligence artificielle. Donc encore beaucoup de choses à couvrir. Pour déverrouiller le potentiel de croissance, il faut bâtir un socle de confiance et affronter des risques de compromission, de non-conformité et d'atteinte à la réputation. Donc voilà, ça c'est les éléments clés qui nous amènent également à ces statistiques qui sont plutôt porteurs de nouvelles assez intéressantes. On estime que l'IA générative devrait augmenter le PIB mondial d'environ 7% au cours de la prochaine décennie.
et puis 40% de toutes les heures de travail au cours de la prochaine décennie. Voilà un peu les éléments de croissance. Peut-être tu voulais ajouter quelque chose aussi sur ces notions, Erwan. Ouais, peut-être dire que vraiment on a cette nouveau truc qui arrive et on se pose plein de questions finalement avec cette promesse à voir d'ailleurs d'augmentation du PIB, de transformation forte et effectivement nécessairement d'impact sur tous les domaines, y compris celui de la cyber et du paysage des menaces. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, on est plutôt à le voir du côté de l'attaquant que du défenseur. On a plus peur de l'avoir, mais je pense que comme outil et comme on le verra par la suite, il peut être utilisé par l'attaquant, mais il peut également être utilisé par le défenseur. Dans l'impact immédiat, c'est finalement la facilité à produire du texte, à produire des images et à communiquer. Le talent des chatbots en général qui fait le plus peur avec cette menace principale. Et puis, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est au niveau de l'utilisation même de ces moteurs de langage, la peur des fuites. Encore une fois, on reviendra tous là-dessus si on arrive à vous parler avec nos petits micros. Exactement. Vous avez aussi cette statistique-là de ces Global Cyber Security Outlook 2024 avec les impacts les plus préoccupants, comme l'indiquait Erwan. L'évolution des capacités des attaquants sur le phishing ciblé à l'échelle, les logiciels malveillants, encore le deepfake, ou les fuites de données, l'exposition d'informations personnelles, etc. Est-ce que tu peux ajouter une petite remarque là, Johan? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant quand on regarde le graphe sur les impacts les plus préoccupants, effectivement. Donc, il y a évidemment tous les habituels, toutes les choses habituellement qu'on voit, risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les problèmes techniques, tout ça. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prévision de l'évolution finalement assez substantielle des capacités d'attaque non techniques, j'ai envie de dire. Donc là, on est tous très contents parce qu'on regarde une image animée de mon cher collègue Erwan Le Pennec, qui est ici présent et qui sourit et qui en parle, et on est à peu près convaincu que c'est lui. Mais est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est un avatar qui est généré par un deepfake? Et si lui, il me fait un video call et il me dit « Thomas, est-ce que tu pourrais faire une action de quelque chose de technique, peut-être sensible ?» Finalement, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Johan qui a fabriqué un avatar de Erwan et essaie de me convaincre? Et pour moi, c'est une des choses dont on parle peut-être un peu moins et qui est tout aussi intéressant, c'est cette capacité de fausser des marqueurs biométriques sur lesquels on a reposé un grand volume de systèmes de sécurité auparavant, confirmation verbale, confirmation via un coup de téléphone, du fait qu'il faut ou il ne faut pas faire une transaction bancaire, etc., etc. Et ben, est-ce que finalement, avec la capacité d'utiliser ces nouvelles générateurs, du coup, d'avatars audio, vidéo et autres, est-ce que finalement, ces procédures mises en place vont tout d'un coup devenir caduques et devenir, dans ce cas-là, une vecteur d'attaque qui va réussir beaucoup plus que maintenant. Ça réussit déjà. Donc, c'est assez intéressant finalement de dire, du point de vue de sécurité, un des plus gros risques, ça n'est pas un truc technique qui touche à la sécurité, mais ça touche finalement au fait que l'IA générative permet de développer et de déployer finalement des choses qui vont détourner des procédures en place sur lesquelles on a pu fonctionner jusqu'à présent. Ce n'est pas une attaque contre la technique de sécurité, c'est une attaque contre une procédure, ce qui me semble un facteur assez intéressant. Oui, c'est effectivement les attaques basées sur l'IA générative se multiplient. Plus d'attaques, davantage d'acteurs malveillants sont en mesure de lancer les cyberattaques grâce aux outils basés sur l'IA. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler d'une forme de démocratisation quelque part des méthodes d'attaque. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais en tout cas, ça y prend forme. Augmentation de 76% des ransomware et des extorsions. Plus efficace, des développements plus rapides, d'attaques à grande échelle, multimodales, précises et automatisées. 1265% d'augmentation du phishing, c'est ce que disait Thomas à l'instant. Effectivement, on va s'attaquer sur le facteur humain. On sait que c'est généralement
point de faiblesse. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur les dimensions sensibilisation à la cybersécurité. Plus d'impact, l'IA permet aux acteurs malveillants de maximiser les impacts, optimisation du gain, maximisation des impacts pour les entreprises et les organisations. Et là, on peut peut-être rajouter un truc intéressant et peut-être un truc un peu provocatrice. Moi, je dis très souvent que le pire des choses qu'on a fait sur l'Internet, c'est pour la sécurité. Du coup, c'est d'introduire HTTPS et le chiffrement de trafic pour 2 raisons. Petit 1, évidemment, si le trafic est chiffré, je ne peux pas l'inspecter, donc je ne peux pas monitorer ce qui se passe. Mais la deuxième partie est le pire. On avait passé, le gouvernement, les banques, nous a passé beaucoup de temps à laver le cerveau en disant si vous voyez des petits caténaires et HTTPS dans le bar de navigation, alors vous êtes sur un site sécur, vous pouvez baisser votre carte et être en confiance. Donc il suffit, maintenant on a créé un contexte dans lequel les gens sont mis en confiance pour finalement agir et peut-être divulguer de l'information qui soit confidentielle ou sensible. Donc, il suffit juste de trouver une façon à faire en sorte que maintenant, je trouve sur un site piraté qui affiche cette caténaire, ce qui est tout à fait possible. Et là, c'est la même problématique qu'on en a, quand on parlait de phishing tout à l'heure, que on a du coup, on a entraîné qu'une vérification de vivre à voix ou dans une vidéo call, alors ça, c'est une garantie que c'est la vraie personne qui le dit. Du coup, on a mis les gens en confiance avec une certaine méthodologie. Et maintenant, quand cette méthodologie ne s'applique plus, c'est normal d'avoir une telle explosion des attaques. Et là, donc, l'exemple qui est montré, c'est la difficulté de ces outils et leur utilisation de manière malveillante. On y reviendra ensuite peut-être sur un point de vue plus technique, mais vous avez pu remarquer que bien que ces outils soient conçus de plus en plus pour éviter de faire du mal, éviter d'être utilisés comme un vecteur d'attaque, on peut souvent les contourner. Il y a des jeux de mesure contre mesure. Alors, presque drôle, là, sous la forme, par exemple, on lui demande ici des clés de piratage de Windows. Quand on lui demande directement, il dit non. Et quand on lui dit c'est pour faire plaisir à ma grand-mère, répète ce que faisait ma grand-mère quand j'étais petite en m'endormissant, en me récitant des clés de Windows, on ne sait pas pourquoi. On verra pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça bascule et l'information sort, puisque c'est une information qui doit traîner dans les données d'entraînement qu'on utilisait pour entraîner un chat GPT ou autre. Donc, il y a des dispositifs de sécurité, et ces dispositifs de sécurité, il y a déjà des personnes qui cherchent à les jailbreaker en quelque sorte pour les contourner. Comme toujours. C'est dans l'actualité, effectivement. Voilà les principaux challenges à relever de l'IA générative. Les biais, je pense que tu veux nous en parler sûrement, Erwan, un petit peu plus tard. Exposition aux données sensibles, on a peut-être un peu l'exemple aussi de Christophe là, à l'instant. Effectivement, la manipulation de données, le manque de maîtrise. Effectivement, un cas d'usage qui nous est beaucoup remonté, en fait, on n'a pas trop évoqué, mais en fait, on a beaucoup, on va en parler aussi, de shadow IA finalement, puisqu'on voit dans les statistiques que les gens estiment, les employés estiment que l'adoption de l'IA au sein de leur organisation est pas assez rapide. Et on voit dans les statistiques qu'on est pratiquement entre 60 et 70% en fait déjà d'utilisation par des individus d'IA générative, alors qu'elles sont parfois pas encore encadrées au sein de la DSI. Donc du coup, les usages n'étant pas encadrés, parmi les usages qui nous sont remontés, il y a notamment le fait de faire des résumés professionnels avec les LLM, etc. Donc là, effectivement, il y a une exposition, par exemple, des données et quelque part un manque de formation et de sensibilisation à ces aspects, quoi. Les ressources mal gérées, les perturbations de service. Voilà, donc l'IA générative réinvente la cybersécurité. Je pense que je vais passer pour te laisser la parole sur les risques. Quels risques sur la maîtrise de l'IA, Erwan? Donc là, en fait, on vous avait présenté un premier chapeau qui avait été préparé par Christophe Longpes, qui est là, mais qui a un petit souci de micro pour vous donner un cadre. Et on est 3 intervenants principaux, en plus de Johan, qui fait notre fil rouge, pour vous montrer que derrière un même problème, on peut arriver avec des casquettes différentes, avec des points de vue différents. Donc moi, je viens du département de mathématiques appliquées. Donc naturellement, moi, j'ai une approche qui est plutôt autour de la technique elle-même, de l'outil. Encore
encore une fois, hein, l'outil sans penser à son utilisation de manière générique. Donc là, on a parlé d'intelligence artificielle dans le titre. Vous savez, vous avez pu remarquer que là, on a bifurqué très fortement vers ce nouveau type ou cette nouvelle mode autour de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence générative. Qu'est-ce qu'on a en fait caché derrière? C'est finalement 3 modes de fonctionnement. Le mode le plus ancien, dans lequel on spécifiait des règles, et l'intelligence artificielle, c'était l'exécution de règles déjà spécifiées. Ça permet de faire beaucoup d'automatisation, hein, c'est extrêmement utile, et dans les attaques ou dans les défenses, on utilise ces mécanismes de manière très forte. Depuis maintenant 20-30 ans, on sait faire aussi autrement un cas de figure où on ne connaissait pas les règles et on laissait la machine les apprendre. Mais on était quand même sur des règles simples, des oui, des non, des choisis parmi des possibilités. Et là, depuis, je vais dire 3 ans, 4 ans, il y a une explosion du possible avec notre capacité à générer des objets complexes. Ça revient à répondre à des questions, fournir des éléments qui ne sont plus des oui-non ou des choix dans des listes fines, mais des objets beaucoup plus généraux, des textes, des images, des sons, des vidéos. Et ça ouvre beaucoup de possibles parce que on communique beaucoup plus par le texte, par l'image, que par des réponses oui-non ou des choix dans des petites listes. Et donc, on a beaucoup de choses qui arrivent et on se dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Et en amont, peut-être, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, si on bouge sur la diapo suivante, le mot qu'on a utilisé le plus, là, j'ai dû prononcer 3 fois ChatGPT. En fait, ce que je vais raconter, c'est pas ChatGPT. En réalité, hein, ça correspond à la multitude des petits objets qui traînent maintenant. Je vous entends. D'objets qui traînent en ce moment, qui permettent de travailler sur du texte. Je vais me concentrer sur le texte et moins sur les images, mais je pourrais raconter une histoire similaire, et qui nous permettent d'interagir avec des machines à travers le mode textuel. Vous pouvez toujours taper du texte. Et là, il y a une manière de comprendre, et je vais mettre des guillemets à ce mot comprendre parce que ce n'est pas une compréhension usuelle, mais d'interagir réellement. L'exemple du petit dialogue à côté, hein, de ChatGPT. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est très nouveau. Vous voyez, hein, sur cet arbre généalogique, on fait tout remonter à 2018. C'est peut-être un peu exagéré, mais il y a une naissance d'une technologie phare qui s'appelle les transformers, qui est à cette époque-là. Et nos outils de travail de cette langue dérivent de cette idée-là. Et vous voyez cet arbre évolutionnaire qui montre qu'il y a une branche qui gagne en ce moment, la branche autour de ChatGPT et de ces moteurs-là, qui est utilisée essentiellement pour ces moteurs conversationnels dans lesquels on pose des questions, on peut y répondre, ou qui font plein d'autres choses. Comment ça fonctionne? C'est la slide suivante. En fait, ça ne fait pas ce qu'on croit. Ça fait quelque chose de beaucoup plus bête. Ça complète des textes. Vous lui donnez en entrée Paris is a city, et il va essayer de deviner quel est le mot suivant. Pour ça, il a un moteur de calcul qui transforme les mots en chiffres, vraiment, qui ensuite fait des calculs sur ces chiffres et qui essaye de prédire la probabilité des mots suivants. Par exemple, ici, vous voyez, après ce début de phrase, c'est la capitale de, of, that, where, with, in. Et il va choisir. On va dire la plus simple de choisir, je prends le plus probable. Donc maintenant, ma phrase, c'est Paris, the city of. Et puis je vais faire la même chose, je vais trouver le mot suivant, the, future, et ainsi de suite. Et nos moteurs conversationnels, en fait, ils réfléchissent pas comme nous. Ils vont vraiment produire des textes, mot par mot, précisément jeton par jeton, parce que l'unité est un petit peu différente du mot. Et c'est tout. Et ce qui est incroyable, c'est que ça semble fonctionner très vite. Donc si on passe à la diapo suivante, qui, vous le verrez, est un petit peu chargée, mais qui est pour l'occasion pour moi de vous raconter
plusieurs petits éléments. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Qu'est-ce qu'on complète? La version qui a gagné, c'est celle qui complète le mot suivant. On aurait pu se poser d'autres questions. Est-ce que je peux trouver un mot à l'intérieur? Est-ce que je peux réorganiser des mots? Il s'avère que cette approche juste de prédiction du mot suivant est la plus utile pour cette complétion de texte. Ça a pris 2-3 ans à partir de la création de ces idées-là de modèles de complétion pour se stabiliser. Et depuis, il se passe peu de choses du point de vue technique, si ce n'est, comme vous voyez sur la droite, une course à la taille. On a des modèles qui sont énormes en nombre de paramètres, en taille. Je suis sûr que certains d'entre vous ont fait des expériences avec ces moteurs de langage. Ils commencent à plus rentrer en version simple sur une carte graphique de bas niveau. Il faut des cartes graphiques assez puissantes pour pouvoir faire quelque chose. Donc, pas forcément d'idée majeure, une explosion de la taille, et toujours cette préoccupation première qui est de prédire le mot suivant. Et ce qui est totalement incroyable, c'est que ça répond à des questions. Vous voyez ce petit dessin de perroquet qui a d'ailleurs été fait avec un logiciel de génération automatique d'images. C'est pour dire, mais est-ce que c'est ça l'intelligence? Est-ce que compléter des phrases de manière systématique en rajoutant des mots de manière séquentielle, c'est être intelligent? Sans doute pas en notre sens, mais ça limite fortement. Alors en fait, j'ai un petit peu exagéré. J'ai un petit peu exagéré parce que cette tâche d'imitation pure de ce qu'on peut trouver dans des grands corpus, c'est le début de ces modèles-là. Et ils sont ensuite spécialisés, qui est illustré par le petit dessin en bas à droite, spécialisés par plein de manières. Plutôt que de faire entraîner sur ces modèles, sur un volume monstrueux de données, on peut tenter de les spécialiser sur des domaines spécifiques. On peut aussi leur apprendre à être plaisant en copiant des bonnes réponses. Donc, en plus de cette volonté de deviner le mot suivant, on les force à répondre de manière spécifique à certaines questions. C'est typiquement en fait comme ça que sont inculqués à ces modèles la capacité à non répondre. Et puis ensuite, on les rend plaisants en proposant à des utilisateurs humains plusieurs réponses générées par des variantes de l'ordinateur et en essayant de favoriser les réponses qui sont les plus plaisantes pour des humains. Donc on a face à nous des imitateurs à la base, mais des imitateurs plaisants. En particulier, si on va dans le transparent suivant, ce sont des imitateurs qui n'ont aucun sens de la vérité. Pour ces modèles d'intelligence d'IA générative, il n'y a pas de notion de vérité, il y a juste une notion de continuation, de reproduction de ce qu'on a déjà vu de manière automatique. Ça explique un certain nombre de choses. Peut-être que vous avez joué avec et vous vous rendez compte que suivant comment on pose précisément la question, les réponses peuvent être fondamentalement différentes. Nous, on est assez robuste au type de question. Une machine, elle ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que la manière dont on pose la question a une influence très forte sur la manière dont la machine va continuer. Une autre chose qui est intéressante quand on voit comment ça fonctionne, c'est que comme c'est de l'imitation, son comportement va dépendre très fortement de ce qu'il a imité. Donc des sources qui sont utilisées, il reproduit les connaissances qu'il a déjà vues. Vous savez sans doute que c'est assez dur de juger de la qualité et que on s'est rendu compte que par exemple pour le code, ces moteurs n'étaient pas toujours aussi bons que ce qu'on croyait parce qu'on les a souvent testés sur des exercices qu'ils avaient déjà vus. Et quand ils avaient des exercices vraiment nouveaux, ils étaient un petit peu moins bons. De la même manière, peut-être que si vous les avez utilisés, vous vous rendez compte que la pensée qui est véhiculée, entre guillemets, par ces moteurs, c'est souvent une pensée classique anglo-saxonne, ce qui est assez logique, puisque le plus gros corpus de texte qui est utilisé pour entraîner, c'est le mot qu'on utilise ces modèles,
il est anglo-saxon. Ça pose des questions, et là, j'en ai soulevé 2 ici. Une question qui avait soulevée par Christophe dans ses diapos, la maîtrise. Si on délègue tout à la machine, comment on fait pour s'assurer de la qualité des bonnes réponses? Et c'est aussi quelque chose que vous reverrez souvent, en fait. Ces outils-là sont bien, mais en fait, on ne sait pas juger de leur qualité tant qu'on n'est pas expert du domaine. Les plus grands gains en productivité ne sont pas pour les débutants, ils sont plutôt pour les experts. Un débutant peut faire avec ces outils-là des choses qu'il ne savait pas faire, mais il sera jamais. Voilà, elle est très très loin. Un expert va beaucoup être accéléré, et quelqu'un d'intermédiaire, c'est encore pire parce qu'il se met à faire des choses très compliquées qu'il ne maîtrise pas forcément. Deuxième danger, qui a 2 formes, c'est qu'en fait, ça coûte cher. Ça coûte cher en énergie. Chaque fois que vous faites des requêtes, vous utilisez des calculs qui sont très forts. Et là aussi, il y a des questionnements autour de soit une logique purement financière, combien ça va me coûter, soit une logique énergétique, bilan carbone, qu'est-ce que ça me coûte en carbone. Vous connaissez peut-être la tendance en ce moment. J'ai parlé beaucoup des gros modèles qui sont mis en avant par OpenAI, Google et compagnie. Il y a aussi une course vers un petit peu de frugalité, alors tout est relatif dans la notion de frugalité, avec des modèles qui sont peut-être un peu plus légers, un petit peu moins bons par certains points de vue, mais qui ont un coût qui est beaucoup plus faible. Pour finir, là, dans mes propos, je crois, sur la partie, une partie un peu plus cyber, je crois que c'est sur la diapo suivante, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Quand on voit le type d'outil, on voit tout de suite l'intérêt pour l'attaquant, cette capacité à générer un texte, pas forcément parfait, mais qui est facilement adaptable à l'échelle dans des attaques. On sait tous, par exemple, sur des attaques de mail ou par téléphone, que la capacité à rebondir sur quelques éléments factuels change tout. Avoir un nom, un prénom, là, voilà, vous pouvez adapter des mails dans une campagne de phishing de manière magique et beaucoup plus fine que juste un template avec un nom et un prénom. Mais il y a aussi des menaces qui sont liées à l'utilisation de ces LLM. On pense tout de suite au problème de divulgation d'informations, vie privée, puisque la plupart des fois, quand vous utilisez ces outils, vous envoyez des requêtes à l'extérieur et vous avez des données qui sortent de votre ordinateur. C'est souvent la raison en ce moment pour laquelle ces moteurs sont interdits dans de grands groupes, tant qu'il n'y a pas une garantie sur ce tuyau de sortie de données qui est pour éviter des fuites d'informations. Il y a, encore une fois, des questions sur leur bon usage, mais il y a des questions aussi plus techniques sur le fait que très souvent, comme c'est compliqué, on les utilise en boîte noire. Et qui dit boîte noire dit risque. Est-ce qu'on est sûr que le modèle qu'on a entraîné, il n'est pas entraîné spécifiquement pour notre entreprise, pour que, au moment où on l'utilise pour une décision stratégique importante, il prenne la mauvaise décision, en tout cas la bonne pour notre adversaire? Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment nous qui posons les questions? Quand on envoie une requête, la manière dont c'est présenté à ces agents conversationnels est variée. Et il peut y avoir de l'enrobage ici qui font que les réponses ne sont pas aussi pertinentes que prévues. Et puis, bien sûr, comme tout dans tout déploiement d'outils complexes, l'infrastructure elle-même a ses vulnérabilités et il faut y penser également. Donc, encore une fois, pour redire, des nouveaux outils, pas magiques, qui reposent beaucoup sur cette capacité à copier des choses et à les refaire à l'échelle. Pas parfait. Relativement utile comme assistant. Moi, je pense pas encore là comme remplaçant pour tous. Du côté de la cyber, nouvel outil pour les attaques, nouveau danger pour les infrastructures. Puis si je voulais finir peut-être sur une note un peu optimiste, c'est peut-être aussi un outil pour les défenseurs, capacité à analyser, percevoir plus de TEP, aide à l'analyse du code.
voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait être peut-être un peu positif et pas finir que sur des menaces. C'est intéressant justement que Christophe, je pense que si tu veux rebondir sur ces aspects-là. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Ça a l'air d'être parfaitement. Parfait, nickel. Effectivement, en fait, on va dire qu'il y a trois composants qui rentrent en percussion de l'IA et de la cyber. Effectivement, il y a l'IA par les attaquants. On l'a vu tout à l'heure à travers les exemples. On sait que les attaquants sont agiles, qui ont la capacité à monter vite en compétences, et on voit déjà aujourd'hui des applications très concrètes de la malveillance dopée à l'IA. On évoque effectivement les projets aujourd'hui des clients qui s'intéressent à l'IA pour faire différemment leur business, leur activité. Et on est au début de l'histoire, et je rejoins totalement Erwan sur les enjeux notamment autour de la maturité, comprendre comment ça fonctionne. C'est pas de la magie noire, ça se base sur des infrastructures, sur de la donnée, sur des maths, sur des choses qui sont extrêmement rationnelles. Mais la démocratisation de cette donnée, de cet usage, induit forcément du risque, parce que il faut avoir des personnes qui sont extrêmement compétents, maîtrisant les infrastructures, comme on l'a dit. On a rappelé les enjeux en termes de hardware, les composants, notamment les cartes graphiques qui permettent de faire fonctionner ces éléments-là. Donc on sait que on a plutôt tendance à consommer ces infrastructures as a service, notamment chez des acteurs externes, des cloud providers dédiés, etc. Donc on a introduit aussi des composants d'architecture externe. Donc il y a tout ce panorama finalement de gestion de risque à garder en tête, au-delà des simples effectivement potentielles vulnérabilités liées au modèle et au détournement de l'utilisation de ces modèles dans une vie opérationnelle. Donc peut-être pour reprendre sur un volet très pragmatique aussi, comment finalement on peut voir chez des clients et des entreprises qui investissent sur ces technologies-là, il y a une vraie culture de la sécurité à avoir dans l'intégration de ces projets-là pour déterminer effectivement qui va utiliser mes applications d'IA générative, comment va être consommé ce LLM, comment on va utiliser les données pour entrer des modèles et quels est les enjeux autour de la confidentialité, notamment des données, puisque il y a une injonction contradictoire extrêmement intéressante. Ça fait 20 ans qu'en cyber, on dit que pour maîtriser les risques, on va réduire les périmètres, on va réduire les données sensibles, on va appliquer des contrôles pour gérer les accès, des habilitations, etc. Et à l'inverse, on a expliqué aussi tout à l'heure sur les facteurs démultiplicateurs du nombre de paramètres qu'on trouve dans des modèles. Plus les modèles sont enrichis, avec des données fiables évidemment, plus ils seront pertinents et on va éviter notamment les risques d'hallucination, de choses qui sont approximatives, etc. Donc, l'enjeu, c'est comment on arrive à allier ces deux paramètres qui sont instinctivement contraires et pour autant qui doivent s'allier. Donc il y a une vraie conception, alors désolé pour l'anglicisme, une approche security by design qui est extrêmement important quand on se lance dans un projet comme ça, parce qu'on doit bien se poser la question de quel est l'usage et quels sont les cas d'usage, les utilisateurs de ces services et applications, ces technologies, comment construire ces services et ces applications dans un environnement sûr et maîtrisé. Et là, on sait que les technologies émergentes induisent forcément les éléments de risque, les composants logiciels, etc. à maîtriser. On sait qu'il y a aussi des enjeux, notamment réglementaires, avec l'arrivée de l'AI Act qui va introduire aussi des notions et notamment de modèles de transparence. On parle aussi de modèles qui sont parfois open source ou qui sont consommés chez des tiers. Et Erwan, tu l'as aussi évoqué sur quid de l'utilisation de mes requêtes en tant que consommateur du service et en quoi ça valorise le modèle pour finalement la solution qui va vous renvoyer les résultats. Donc il y a vraiment ces éléments de dimension de conception qui sont extrêmement importants. Sinon, effectivement, on va au-devant de certains usages potentiellement malveillants avec effectivement confidentialité des données, des risques sur ces enjeux-là, des risques sur l'intégrité des données, puisque notamment dans les phases d'entraînement, si on arrive à introduire des données qui ne sont pas intègres, on va forcément casser un peu la machine et donner des résultats potentiellement étonnants, et puis même parfois des choses qui peuvent être futiles. L'atteinte à la disponibilité, c'est-à-dire que l'IA générative consomme du compute, comme on l'a dit tout à l'heure. Si simplement on n'intègre pas ne serait-ce que des notions de seuil, on peut très vite finalement mettre à plat des systèmes qui pour autant peuvent avoir un impact fort, notamment sur la résistance des organisations. Donc, cette conception initiale est extrêmement importante. Il ne s'agit pas simplement d'exécuter quelques tests techniques pour s'assurer que on a des résultats conformes. Il y a une vraie dimension
global à garder. Parfait. J'avais envie, avant de peut-être laisser la parole peut-être à Thomas aussi sur ces aspects-là, mais j'ai une question qui est à la limite un peu technique aussi pour toi, Christophe. Est-ce qu'on commence à assister justement à la mise en place de bonnes pratiques pour sécuriser, tout à l'heure tu évoquais les périmètres, peut-être les API que vont utiliser les développeurs pour consommer ces LLM, etc. Et même une seconde question, est-ce qu'on a aussi, bon, j'en connais aussi partiellement la réponse, mais peut-être commence à tester aussi la résistance des LLM. On va dans ce sens-là, je crois. Alors, en fait, si on reprend le recul, l'émergence de ces solutions, on va dire, assez démocratisées, ça date d'il y a 2 ans. Tout le monde s'est lancé très fortement là-dedans en tant qu'utilisateur ou en tant que potentiellement entreprise qui utilise ces technologies au quotidien. Et du coup, la question de la sécurité est très souvent intervenue un petit peu tardivement, en finalement se rendant compte qu'effectivement, il pourrait y avoir des usages malicieux dans tout ça. Et depuis l'année dernière, il y a énormément de structures qui proposent du contenu extrêmement intéressant. Alors, parfois avec des approches différentes, soit des approches qui sont très opérationnelles, sur des bonnes pratiques d'utilisation de plateformes, d'utilisation de solutions open source et comment, disons, appliquer des contrôles, des contre-mesures très très techniques. Et puis parfois des éléments qui sont plutôt à comment j'intègre justement ces démarches de security by design. Donc il y a des composants qui sont liés déjà à la conformité réglementaire, c'est-à-dire est-ce que je manipule des données qui potentiellement ont des spécificités à intégrer dans un programme de conformité. Les environnements liés à l'architecture technique, effectivement, il y a un certain nombre de grands concepts qu'on connaît aujourd'hui sur la segmentation, sur le zero trust, etc., qui peuvent s'appliquer à ces environnements-là, mais on a quand même des choses qui sont aussi spécifiques, et notamment quand on fait appel justement à des éléments pour compléter ce qui peut, par exemple, être dans les formats de sortie des LLM, on sait qu'on peut utiliser par exemple des technologies de type RAG, c'est-à-dire en fait on va aussi enrichir une réponse avec du contenu externe. Donc forcément, si on raisonne ça sur un schéma d'architecture technique, on va avoir aussi des appels à d'autres systèmes qui sont pas forcément dans la bulle applicative. Donc il va falloir aussi être vigilant justement sur la sécurité des applications, des API, des flux, etc. Et on sait que ces applications aussi sont issues de développement. Donc les bonnes pratiques qu'on connaît autour de la sensibilisation des développeurs sont des choses qui s'appliquent évidemment. Et puis on commence à voir émerger des technologies plutôt de niche, mais dédiées à la sécurisation des applications d'IA générative. Certaines vont plutôt se focaliser sur comment auditer de manière technique, notamment un prompt, en jouant des séquences de questions et analyser notamment la manière, c'est presque une forme de reverse, de comprendre finalement comment le modèle a été appris pour en déduire potentiellement des vulnérabilités. On a des composants qui s'intègrent presque comme des proxys, qui vont aussi analyser notamment les requêtes en entrée, les requêtes en sortie pour aller attraper, disons, les requêtes qui pourraient être malveillantes ou les résultats de sortie qui pourraient, par exemple, ressembler à des formats de données dont on ne voudrait pas voir disparaître, etc. Donc, il y a tout un écosystème qui se construit là-dessus. Et c'est quelque chose qui est vraiment en construction. Pour revenir juste sur la question des référentiels, moi, je peux peut-être préconiser quelques éléments. Déjà, l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a publié un papier intéressant il y a 3-4 semaines autour des bonnes pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, il y a un volet qui est plutôt, si moi, en tant que Christophe, j'ai besoin d'utiliser l'IA comme outil de productivité dans le quotidien, et donc là, on est plutôt dans la sensibilisation. Mais il y a aussi un volet comment je démarre et j'applique les principes de sécurité dans des projets d'IA au quotidien, et notamment avec des questions autour de la souveraineté, de la gestion des données, la maîtrise de ces environnements, etc. Donc ça, c'est un papier intéressant. Il en existe aussi d'autres auprès de l'ENISA, donc qui est plutôt l'agence européenne de cybersécurité. Et puis ensuite, on a notamment le WASP. Alors pour les personnes qui sont peut-être des développeurs, le WASP a fait un très beau travail aussi avec notamment le Top 10 Vulnerabilities for LLM. Donc c'est une représentation notamment graphique des chemins de vulnérabilité qu'on retrouve sur le système d'IA, et donc du coup les propositions qui permettent de répondre à ces enjeux. Oui, qui est accessible. Je crois que justement Thomas voulait nous en parler un petit peu. Je vais laisser la parole et puis
les slides de Thomas aussi. Cyber dopé à l'IA, 12 espoirs ou réalité. Mais du coup, je te pose la question, Thomas. Oui, je vais peut-être commencer par juste répondre sur un truc. Hein. Moi je viens de passer plus geeky que mes deux collègues. Et donc, comme je disais, j'ai fait des tuyauteries et des pare-feux et des choses pareilles. Et évidemment, dans notre métier, le pire qui puisse arriver, c'est on a notre infrastructure, notre système qui est mis en place par des services compétents et qui fait le nécessaire pour que ça fonctionne bien. Et puis, le pire des choses qui peut arriver, c'est quand il y a des individus qui décident de mettre en place en shadow IT, mettre en place leur propre service, leur propre outillage pour les utiliser. Pas parce que c'est méchant de faire ça, mais peut-être parce que ça nous échappe de notre contrôle. Là, une des choses qu'on voit, sur lesquelles, point de vue purement procédurel, un point de vue risqué sur la cyber, ça c'est justement du coup le fait, tiens, j'ai besoin de rédiger une lettre, je vais les passer par ChatGPT pour, en rédigeant cette lettre, en rédigeant ce document à un client, en rédigeant cette paragraphe pour peut-être déposer dans une application d'un brevet, du coup, est-ce que j'ai fait alimenter des modèles d'une tierce de l'information qui par la suite, comme on a pu voir avec l'exemple avec les clés d'enregistrement de licence de Microsoft Windows, là, finalement, on va se trouver sur des données sur lesquelles va être entraîné des choses à un moment donné, va pouvoir être extrait chez une tierce. Donc, effectivement, moi, je vois un gros enjeu qui n'est pas du tout technique, du coup, mais qui est, comme beaucoup de choses, finalement, quand on parle des cyber, lié à l'usage que les gens font avec. Et là, il y a une énorme difficulté. Mais je vais quand même parler un peu de cybersécurité de façon technique. Donc, tu peux avancer, Johan, parce qu'évidemment, la question n'est pas si on sera attaqué, parce qu'on sera attaqué. La question n'est même pas quand on sera attaqué. La question est quand est-ce qu'on découvre qu'on a été attaqué. Et donc, la question que je vais poser à mes collègues ici, c'est pour vous, c'est à peu près combien de temps après une attaque qu'on s'aperçoit qu'on a vécu cette attaque, à votre avis, Johan? Je pense connaître la réponse, mais je pense qu'elle est supérieure à 2 mois, c'est ça? Ouais. Erwan, tu penses un peu plus. T'es en mute là. T'es en mute. T'es coupé l'audio. Ah. J'aurais joué le même ordre de grandeur. 2-3 mois, un truc comme ça. En fait, tu peux avancer, Johan. Le moment où tu découvres que tu es attaqué, c'est plutôt autour de 6 mois. Donc, c'est effectivement très, très longtemps. Évidemment, une fois que tu t'es découvert que tu es attaqué, il faut un certain temps aussi pour remettre ces systèmes en route. Et donc là, tu peux avancer encore. On se trouve à quelque chose qui est autour de 5-6 mois en total pour une attaque avant qu'on a réussi de retrouver. Et ce qu'on observe là, c'est autour de 99% de la vulnérabilité qui a été exploitée, c'est des vulnérabilités qui du coup a été publiées. Donc nous avons une fastidieuse tendance de publier des choses qui s'appellent un CVE qui documente des vulnérabilités qu'on le trouve. Et donc effectivement, si on connaît un CVE, on connaît une vulnérabilité, une des parties des choses que nous on fait, tu peux avancer, Johan. Une des choses qu'on fait, c'est du coup d'observer ce qui se passait pendant une attaque avec comme finalité d'identifier l'enchaînement de ces événements qui a mené à cette attaque qui a réussi. Et donc, on essaie d'extraire et apprendre quelles étaient les traces des événements qui ont eu lieu pour finalement, idéalement être en mesure de, l'animation n'est pas très bien là, mais de détecter que cette même séquence des événements est en train de se produire et arrêter du coup avant que cette séquence a pu arriver à son bout et que finalement on a été attaqué. Donc on a identifié ces choses-là, on a une certaine tendance d'identifier ça, de communiquer. Pourquoi? Parce que finalement, si Erwan a vécu une attaque, il a bien enregistré quelles étaient les suites d'événements qu'il a vécu. S'il documente ça, moi, je peux observer mon réseau, mes systèmes pour identifier les mêmes suites des événements et peut-être intervenir avant finalement que l'attaque réussisse. Et donc, on documente quelque chose. Donc, si vous voyez un CVE, pour faire un peu court, un CVE, c'est un identifiant qui sert plutôt à l'index, qui identifie une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, ensuite, est utilisée comme index dans des choses comme le NVD de NIST,
pour identifier aussi les règles dans Snort, qui est un détecteur d'intrusion, une détecteur d'intrusion utilisée, qui dit effectivement, cet ensemble de règles adresse cette vulnérabilité, détecte cette vulnérabilité, mais également est-ce que les équipementiers, ceux qui fabriquent des logiciels, des logiciels, va dire cette release, cette mise à jour va adresser toutes ces informations, toutes ces vulnérabilités. C'est fort agréable pour les professionnels de du coup être en mesure de vérifier, on a finalement identifié ces vulnérabilités. On a documenté ces vulnérabilités, on a adressé ces vulnérabilités. Et donc, évidemment, tout ça, ça revient à dire qu'on est un peu sur un système où je reconnais mon chien en regardant ses tâches. Hein, et tout ça, c'est des choses qui font des grosses bases de données. Et ces grosses bases de données me permettent, du coup, de déployer mon pare-feu, de déployer des contre-mesures. Donc, ça existe pour faire du bien. Et si on passe à la prochaine étape de ça, parce que là, j'ai créé une grande base de données. Si je passe à la prochaine étape de ça, évidemment, volant un petit bout de le transparent de Erwan, j'ai globalement un ensemble de géants de données qui, évidemment, peut être utilisé pour entraîner quelque chose. Et qu'est-ce que ça peut faire, tout ça? Est-ce que vous posez des questions, à quoi sert l'IA, à quoi sert la générative IA là-dedans? La première question, on pourrait dire, est-ce qu'on peut, avec ça, demander à une LLM de générer une nouvelle attaque, un nouvel type d'attaque innovateur? Enfin, là, la réponse est très claire, ce n'est pas nécessaire, parce que, comme je vous ai indiqué, la plupart des attaques qui réussissent en exploitant des choses qui étaient connues depuis très, très longtemps. Ce qui est plutôt intéressant, on s'est posé, et d'où on voit l'intérêt maintenant, c'est, étant donné qu'il y a ces vulnérabilités qui existent, là, on peut poser des questions telles que quelles sont les séquences d'exploits qu'il faut mettre en œuvre pour un système donné qui est composé par les composants identifiés, finalement, va être attaquable, va pouvoir être pénétré. Évidemment, ça, pour moi, tu posais le prochaine, c'est une question d'avoir beaucoup de données et faire une analyse à brute force là-dessus. Brute force, c'est à peu près ma perception de l'IA et des LLM. Hein. Ça sert à prendre beaucoup de données et de l'analyser comme un peu, et puis regurgiter quelque chose, dans ce cas-là, des vecteurs d'attaque, du coup. Évidemment, prochaine, Johan. Évidemment, ces vecteurs d'attaque peuvent être intéressants pour les hackers chapeau noir comme chapeau blanc tout court. Les chapeaux blancs, évidemment, on est en train de dire on va pouvoir identifier des attaques et on peut se protéger contre eux. Et les méchants vont pouvoir utiliser ces attaques pour développer des vecteurs probables de réussir. Donc, si on regarde un peu ce truc-là, on va juste arrêter là à un moment donné. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, parce que ça, c'est très moderne. J'ai dit, est-ce que tu peux m'écrire une histoire sur un chevalier qui se bat contre une grande suite de dragons avec des compétences très différentes, des défis très différents pour finalement pouvoir sauver la princesse. Et ChatGPT se prête très bien à cet exercice-là et fait des choses avec 50 types de dragons différents. C'est d'ailleurs un exercice intéressant. Et ensuite, on dit au même ChatGPT, excellent, est-ce que tu peux me faire la même histoire, mais sur un hacker qui, du coup, va trouver des contournements sur des réseaux. Dans ça, être plus spécifique, il donne, là encore, une suite assez logique sur comment pénétrer dans un réseau, comment éviter de détecter quelles démarches à faire. Évidemment, pas forcément avec un grand degré de détail, parce que les questions étaient un peu vagues, mais là encore, pour prendre la dernière colonne sur cette planche-là, c'est tout à fait possible. Et si j'ai suffisamment de connaissances, je peux poser une question très technique à ChatGPT. Dans ce cas-là, j'ai posé une question, comment est-ce que j'ai fait pour développer une attaque qui va permettre de flinguer toutes les tentatives de créer une connexion sur l'Internet, et fait ça en Python. Et ChatGPT, très gentiment, non seulement m'explique comment installer Python, mais en plus produit du code qui fait tout à fait ce qu'on attend de le faire. Donc, quel est le message de tout ça? C'est finalement, ChatGPT, d'une part, peut baisser un peu la barre pour que les gens qui veulent attaquer, finalement, auront des moyens plus efficaces d'attaquer, mais aussi pour nous qui essaient de faire l'inverse, c'est-à-dire de comment utiliser des outils d'un tel type pour finalement nous-mêmes être plus efficaces. Donc, si tu passes à la prochaine, Johan. Effectivement, il y a, là j'ai regardé un peu sur GitHub, il y a un site qui rassemble un certain nombre de choses. Si vous devrez chercher des malwares ou extraire des clés de chiffrement dans un binaire sur votre système, ça c'est des choses assez minutieuses et finalement des choses qu'un LLM saurait très facilement faire, identifier
et catégoriser chacun des composants de code que ça trouve, etc. Donc, il y a plein des outils développés qui utilisent les LLM, qui utilisent justement cette capacité de faire une analyse brute force sur beaucoup de choses, identifier que dans ce type de binaire, c'est cette signature-là qu'il faut chercher. Et donc, avec l'enchaînement, Erwan a identifié, à expliquer sur comment ça fonctionne, finalement, essayer de, par construction, développer des pistes pour aller extraire l'information et parfois réussir des attaques. Donc, en tant qu'expert réseau, ça m'intéresse parce que cet outil me permet effectivement de développer plein de choses intéressantes. Donc, si je reviens à la question là qui était posée, est-ce que c'est un doux espoir ou une réalité? D'une part, j'ai envie de dire, l'IA a tout changé et pour autant, tout reste pareil. On a toujours eu cette situation où le chapeau noir dévance le chapeau blanc et donc parfois le chapeau blanc arrive à découvrir une vulnérabilité qui n'a pas encore été exploitée. C'est juste que maintenant c'est devenu automatisé et efficace, plus efficace, mais c'est toujours la même chose qu'on fasse. Le grand risque qu'on voit qui est nouvelle, du coup, c'est pas nouvelle non plus. On avait auparavant eu de Shadow IT, maintenant on a de Shadow AI qui est déployé, auquel il va falloir être vigilant et avoir soit des politiques ou soit proposer des outils ou se forcer à proposer des outils à l'interne qui permet de ne pas donner envie aux gens d'utiliser des choses clandestines d'une part, et d'autre part permet qu'on utilise des choses qui finalement sont proposées à l'interne. On peut les monitorer, comme disait Christophe, avoir des garde-fous pour ce qui rentre, ce qui sort, et avoir des vérifications un peu là-dessus. Et la dernière partie que j'ai envie de sortir ici, c'est du coup le fait que ça met en cause avec cette capacité de fabriquer de fausser finalement des éléments biométriques. Ça permet à ce point-là ça introduit le risque que beaucoup de procédures mises en place, comme on a déjà évoqué, sur l'authentification, authentification par voix ou par visioconf, à quel point on peut vraiment faire confiance à ça. Est-ce que vous connaissez vraiment, est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître vraiment le voix de votre CFO sur un coup téléphonique, ou est-ce que finalement un avatar qui est fabriqué ne pourrait pas faire la même chose? Tout ça pour dire, il y en a évidemment des risques. Donc là, c'est drôle que Christophe l'ait mentionné, mais OWASP avait fait un super document. J'ai pris une figure que j'ai bien aimée là-dedans, parce que finalement, il y a un certain nombre de choses. Donc d'une part, il y a tous les threads qu'on a. On fait confiance à ces modèles. On a des modèles qui aussi peuvent être utilisés pour développer des attaques et qui peuvent être utilisés pour arbitrer sur les attaques qui vont pouvoir fonctionner ou pas. Donc évidemment, les méchants vont se servir de ça. Et de l'autre côté, il y a la menace de l'autre côté de ne pas s'en servir de l'IA. C'est-à-dire, soit il peut avoir un risque commercial d'être plusieurs longueurs derrière, mais aussi, il faut se mettre en tête que comme les méchants vont s'en servir des outils IA pour développer des vecteurs d'attaque, on est obligé aussi de notre côté de les maîtriser pour du coup pouvoir développer les mêmes vecteurs d'attaque, vérifier si nos systèmes sont résilients envers ça. Voilà, donc ça c'était un peu ce que je voulais dire côté geek sur ça. Et Johan, je te laisse reprendre le bâton. Ouais, très bien. Donc, je voyais peut-être Christophe, tu voulais rebondir ou ajouter un mot en fait. Oui, on peut rajouter des petits éléments. Et ce qui est intéressant pour peut-être les personnes qui travaillent déjà dans le domaine de la cybersécurité, c'est qu'il y a aussi tout un écosystème de solutions technologiques qu'on a l'habitude de voir dans le domaine de la cybersécurité qui se renforcent avec des capacités liées à l'IA. Alors, il faut être aussi très attentif à l'apport de valeur par rapport à aussi peut-être des fois des discours qui peuvent être commerciaux ou marketing. Mais en réalité, on sait qu'il y a un certain nombre d'enjeux dans les équipes de cybersécurité des entreprises autour de la pénurie des talents, autour de la difficulté à exploiter des très gros volumes d'informations et de données, autour de la capacité à enrichir des informations avec des données qui proviennent de sources complètement externes, etc. Donc il y a aussi de l'espoir pour beaucoup dans ces capacités à reprendre le contrôle grâce à ces technologies émergentes qui peuvent soutenir des équipes cyber qui peuvent parfois être en souffrance. Et le très bon exemple, c'est notamment tout ce qui gravite autour du monde du SOC. Donc le monde du SOC, donc le Security Operations Center, c'est la tour de contrôle qu'on imagine chez les clients qui visent à détecter des comportements malicieux et y répondre. Et ça c'est extrêmement compliqué parce que potentiellement
le périmètre de l'entreprise est en constante évolution, les données qui sont générées à l'intérieur sont d'un volume extrêmement important, et donc trouver à l'intérieur de tout ça les marqueurs qui font qu'une attaque est en cours d'exécution, c'est complexe, d'autant plus que les attaquants ont très bien compris que désormais il y avait des regards sur les activités malveillantes et que ils vont chercher toujours à avoir un petit peu plus de furtivité. Donc on sait que l'IA apporte des capacités, notamment par l'analyse comportementale, la recherche de signaux faibles, etc., d'apporter aussi une complémentarité dans des postures de cybersécurité qui sont du coup par rapport à des modèles un peu traditionnels. Donc il y a tous ces éléments qui ajoutent parfois du positivisme, parfois plus de risques, mais l'enjeu c'est de ne pas subir cette déferlante de l'IA dans les organisations, et plus on s'approprie la compétence et l'expertise autour de ces technologies-là, mieux on saura s'en servir évidemment et la traiter correctement. Bah, tu me fais la transition, on a justement parlé de monter en compétences. Donc nous on forme l'executive education de l'école polytechnique sur ces sujets, hein, justement. C'est donc soit Thomas, Erwan et puis Christophe Longpez aussi qui partage au travers d'Accenture avec nous le programme Executive Master of Science in Cybersecurity. Voilà, je vous mets là juste une slide en fait sur les différents pôles sur lesquels nous avons des formations. Notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dimension nouvelles technologies et numériques, sur lequel je fais un focus sur les différents programmes. Donc notamment sur le diplômant Executive Master of Science in Cybersecurity, qui est porté, dont Thomas Clausen et le directeur pédagogique, en fait, qui est un programme de 350 heures, qui permet vraiment de monter en compétences sur ces sujets de la cybersécurité. Donc, nous le réalisons avec le partenariat justement d'Accenture. On a les experts d'Accenture, d'Orange, et puis tout l'écosystème de l'Institut Polytechnique de Paris, donc les professeurs de l'école polytechnique de Télécom Sud Paris. Donc un très beau diplômant pour monter en compétences sur ces sujets. On forme des décideurs sur ces sujets. On a parlé aussi pas mal d'IA en fait, et donc on a différents programmes qui répondent aux besoins et aux profils. Dans le premier, Advanced AI for Data Analysis, qui est un programme de 77 heures où on va vraiment approfondir les questions de data science et d'IA. On a un programme qui est plutôt destiné à des dirigeants ou à des top managers en fait qui se posent la question de leur feuille de route en fait. Donc voilà, comment mettre en œuvre et puis comment prendre en considération toutes les questions, y compris les questions de gouvernance, de qualité de la donnée ou même de sécurité comme on vient de l'évoquer. L'exécutif certificat donc dirigé avec la data il y a de 18 heures. On a un programme donc qui va aller plus en profondeur sur ces questions d'IA et puis de prendre aussi en considération les questions métiers en fait. Avec un programme de 51 heures, c'est AI for Business. Voilà aussi très très pointu. On a un programme également sur la blockchain et puis on a le programme SSI, sécurité des systèmes d'information. Voilà, qui lui aussi va aller en profondeur sur les questions de la cybersécurité. Il a formé des gens qui sont compétents sur ces domaines, en capacité aussi à prendre des décisions éclairées. Et puis toute une série de programmes courts, dont aussi l'exécutif programme sur les IA génératives et les nouveaux business, voilà, de 14 heures, voilà, sur 2 jours en présentiel sur le site de l'école polytechnique. Architecture des systèmes complexes de 21 heures, enjeux de nouvelles menaces et des dispositifs électromagnétiques, cybersécurité des systèmes embarqués aussi de 21 heures. Alors, je ne sais pas si voilà, on a quelques focus donc sur nos programmes data, voilà, donc ce AI for Business dont je vous ai parlé, 13 heures en présentiel et 38 heures en ligne, qui s'adresse lui plutôt à des profils techniques, des DSI, des directeurs de la transformation, des chefs de projet système d'information ou des consultants. Et l'objectif, c'est de maîtriser tous les concepts clés en fait de la data et de l'intelligence artificielle et les conditions nécessaires pour pouvoir implémenter
une stratégie, mettre en œuvre une stratégie au sein de l'organisation. Et puis aussi un focus sur Advanced AI que je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui s'adresse vraiment avec des profils techniques, avec une première expérience en data science en fait. Il faut des compétences évidemment en programmation et connaissances en probabilité, en statistique. L'objectif, c'est de devenir spécialiste de la data, apprendre à collecter, modéliser, analyser les données. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. On a pas mal de questions autour de justement de ce qu'on propose. Et toujours encore, voilà, le focus sur nos programmes, et vous aurez les slides, les 2 programmes dirigés avec la data et l'IA, donc celui-là de 18 heures que j'évoquais tout à l'heure, où on va vraiment accompagner des top managers à mettre en œuvre, à mettre en route leur feuille de route sur l'intelligence artificielle. Et l'exécutif programme, voilà, qui lui est destiné, donc qui sont des programmes qui sont très complémentaires sur l'IA générative et les nouveaux business models. Donc là, donc des dirigeants, des managers, des DSI, des directeurs de la transformation, et il se déroule en présentiel, 14 heures de formation au sein de l'école polytechnique. Mais ce slide sur les webinaires, si ces programmes vous intéressent. Et puis j'ai vu en même temps qu'on avait quelques questions, donc je ne sais pas si... Tu as déjà répondu à une question, c'était sur notre offre de formation. Et il y a une question qui est intéressante. Est-ce qu'il y a déjà des ouvrages qui relatent des attaques non techniques à ce sujet? Pas encore trop, non, c'est ça. On est plus sur les blogs. Je n'ai pas compris la question, Erwan. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui racontent des histoires autour de ça, de l'utilisation de ces techniques? Des ouvrages qui racontent des histoires, va regarder n'importe quelle librairie sur le rayon science-fiction. Hein, c'est à peu près là où vous trouvez des histoires les plus intéressantes. Je pense que c'est des choses où on n'a pas encore de maturité pour vraiment en parler d'une façon intelligente, d'une part. D'autre part, il faut savoir que les attaques cyber, il y a une certaine frilosité de divulguer qui a été victime de quelque chose. Une des raisons pour laquelle on fera les CVE et les autres choses, c'est finalement, ça ne parle pas des cas d'attaque spécifiques, ça parle d'un incident assez factuel, une vulnérabilité assez factuelle. Donc, les histoires intéressantes, non techniques, sont très difficiles finalement à y accéder. Je ne sais pas, Christophe, si de ton côté, tu en as des choses? Alors, je pense que c'est pour rebondir sur l'exemple de tout à l'heure de l'exploit de la grand-mère. C'est probablement quelque chose comme ça. Alors oui, on peut trouver parfois plutôt sous le ton de l'humour des résultats un peu étonnants, qui sont pas toujours des problèmes de sécurité, hein, mais qui sont des résultats étonnants qui marquent soit effectivement un modèle qui n'a pas été suffisamment entraîné, donc qui génère des hallucinations et qui donne des résultats improbables par rapport à une question qui pourrait être complètement entendable. Ça peut se trouver. Sur le volet de la cybersécurité, on trouve des éléments comme ça. Et puis, on commence à voir aussi sur l'IA générative qui correspond plutôt à des vidéos, à des images. Pareil, des choses qui relèvent un peu de l'anomalie. Maintenant, est-ce que c'est centralisé? Je suis pas certain. Je pense que c'est un peu de veille et traîner de temps en temps à des endroits où on peut trouver du contenu. Cela dit, pour les personnes qui veulent s'intéresser à toute cette partie-là, j'invite aussi peut-être à regarder tout ce qui est prompt engineering. Alors, souvent, le prompt engineering, on l'utilise plutôt pour savoir formuler correctement des questions et obtenir les réponses les plus évidentes. Mais un usage un peu détourné, c'est toujours de dire j'utilise le prompt engineering pour comprendre comment le mécanisme va me répondre. Et c'est là où on identifie justement ces éléments de vulnérabilité et donc du coup les différents vecteurs potentiels à exploiter pour avoir des résultats étonnants, quoi. À ce sujet, il y a un excellent document qui a été fait. Mince, comment il s'appelle? Il y a un livre blanc qui a été fait autour de l'usage de ChatGPT et des moteurs, qui est vraiment super intéressant. Mais évidemment, quand c'est en direct, je ne retrouve plus sa référence exacte. J'essaye de le faire en parallèle. Il y a quelques questions plus techniques finalement sur les LLM. Là, pareil, en fait, comme c'est tout récent, vous aurez plus de mal à trouver il n'y a pas encore d'ouvrages, en fait, qui sont véritablement de référence, qui couvrent tout. On est beaucoup plus sur des blogs, des livres blancs, que des ouvrages de référence. Donc, il y a des questions là sur la différence entre un mot et un jeton. Alors, le problème, c'est que les mots, il y en a un nombre infini, en fait, à cause des noms propres. Et pour que ces moteurs puissent exprimer n'importe quoi, il faut parfois découper des mots en sous-mots. C'est ça qu'on appelle
les jetons. Il y avait des questions sur le droit d'auteur. Là, on est sur du juridique. Voilà, donc là, c'est encore une question sur à peu près claire sur l'usage des données. Ou pas si clair que ça, d'ailleurs. Quand on entraîne, est-ce qu'on est dans les droits voisins, c'est-à-dire le droit d'usage de données, ou est-ce qu'on chipe le droit d'auteur? Et puis sur la création, à qui appartient la création? Encore une fois, du côté États-Unis, peut-être il y a plus de clarté sur le deuxième morceau. C'est vu comme un outil, donc le créateur, c'est pas l'outil, c'est celui qui l'a utilisé. Des questions sur les interventions humaines qui traînent à plein d'endroits. Oui, il y en a. Erwan, je peux juste répondre sur ce que tu dis. En fait, il y avait quelques questions qui tournent autour de œuvres et des évaluations, des vérifications, des choses comme ça. Tu avais cité, tu disais, tu avais du mal à trouver un document. Il y en a un que moi j'aime bien, mais ça c'est vu de côté geek. Hein. Il y a un document qui est sorti cette année de CMU, donc en université américaine, en collaboration avec quelques chercheurs de OpenAI, du coup, qui s'appelle Considerations for Evaluating Large Language Model for Cybersecurity Tasks, qui se pose justement les questions un peu sur la qualification de ces outils et de leur usage dans l'espace de cyber. Ça apporte un peu la réponse qui la tienne aussi, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais ça apporte un certain nombre de réflexions intéressantes. Donc, je vais essayer de trouver l'URL, le mettre dans le chat. Je l'ai, je vais essayer de la mettre dans le chat. Cool. Ok, excellent. Puis je me suis permis de rajouter aussi quelques liens sur des référentiels qu'on a évoqués tout à l'heure, ou en tout cas de la lecture qui peut être intéressante. Voilà, exactement. Si vous cherchez un livre de chevet, vous aurez quelques heures de... Oui, c'est une bonne retour. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je suis sûr d'en avoir raté, mais malheureusement, on arrive. Vous êtes en fin de temps aussi, Johan Non, en fait, on peut prendre du temps s'il restait des questions, mais je pense aussi qu'on a fait à peu près le tour. Il y a par exemple une question sur la détection des deepfakes. C'est dur. Et c'est de plus en plus dur. Et en plus, alors encore une fois, les outils évoluant très vite, le danger, ça devient de flaguer de plus en plus des vidéos qui sont légitimes, ce qui rajoute à la confusion ambiante. Donc c'est vraiment difficile. Vous avez tous vu qu'on essaye de se baser sur les ratés. Sur les vidéos, il y en a de moins en moins, donc de plus en plus difficile. Si on voit un panda qui joue de la guitare, ça devrait être bon, mais pour le reste, c'est extrêmement difficile. Parfait. Écoutez, on va pouvoir se quitter là-dessus. Je vous ai laissé le slide avec les coordonnées de Wassila Labé, en fait, qui est conseillère de formation à l'école Polytechnique Executive Education. Si vous étiez intéressé par l'une de nos formations, que vous souhaitiez monter en compétence sur l'un de ces sujets, vous pouvez la contacter. Elle pourra vous aiguiller, vous aider à trouver la formation la plus adaptée. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour ces présentations et puis cet échange. J'espère que nous aurons l'occasion de réitérer l'expérience. Merci Christophe, à toi, à Thomas et Erwan. Je peux éventuellement vous laisser à chacun peut-être un mot de la fin si vous voulez. Christophe. Alors, un mot de la fin un peu improvisé. Moi, j'ai peut-être une recommandation, une posture. Je pense qu'il faut tous être extrêmement humbles. Ce sont des technologies qui sont émergentes, qui évoluent très très vite. Ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 6 mois, même si certains concepts restent quand même dans le temps. Donc il faut vraiment être dans une posture de veille continue, d'apprentissage continu, de lecture, et c'est le seul moyen de s'approprier et encore une fois d'être maître de ces technologies pour les exploiter au mieux et ne pas effectivement justement subir, comme je le disais tout à l'heure, avec une peur de cette utilisation. C'est vraiment une posture que je peux recommander en guise de mot de fin. Parfait, merci. Et dans le même ordre de grandeur, c'est vraiment ne pas voir ça comme de la magie. Ça va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais ça va pas causer tout seul le mal aussi.
il y avait la mention humaine à l'intérieur. C'est un outil supplémentaire avec ses avantages et ses inconvénients. Ce que disait Thomas, hein, c'est nouveau, mais comme d'habitude, c'est souvent ce qui arrive dans ces avancées technologiques. Pour moi, de ma fauteuil, Erwan a justement dit ce qui est, c'est tel que je le vois. Hein, tout change, donc tout reste pareil. C'est la question d'avoir une vigilance, comme disait Christophe, en continu sur des choses qui évoluent très rapidement. Mais les réactions, les réflexes qu'on doit en avoir restent les mêmes. Savoir d'être vigilant, de suivre, d'utiliser ce qu'on peut, et ce qu'on peut, ceux qui utilisent les méchants, et c'est d'éviter ou d'être vigilant sur l'existence de Shadow, que ce soit Shadow IT, Shadow IA, Shadow d'autres choses. Donc tout change, mais tout reste pareil. Parfait, merci pour cette dernière reco. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Alors pour répondre à cette question, effectivement, vous aurez accès aux documents, à la présentation et accès au replay depuis cette plateforme Webikeo. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'informations sur nos formations. Merci à tous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.